Très bien. Eh bien, bonsoir Gwenaël. On te retrouve dans une librairie ce soir et c'est vraiment très agréable de constater déjà que les librairies ont réouvert. Et ce cadre est vraiment très joli. Et ça nous fait d'autant plus plaisir que tu veilles depuis un certain nombre d'années à notre bien-être intellectuel. Et que tu fais vraiment attention à ce que nos connaissances dans le tango soient toujours plus riches grâce aux nombreux ouvrages que tu as écrits et à toutes les recherches que tu fais. Donc, merci. Ce soir, tu es en compagnie de Mélissa qui a ouvert cette librairie, la librairie Carigno, qui se trouve à Belleville, au 21 rue du Chalet. C'est ça? Ça va. Voilà, donc tu pourras la présenter. En attendant, bah voilà, ici on est tous passionnés de tango, on a envie, on danse pas en ce moment, donc on se cultive. Donc, ben, je te laisse la parole pour nous présenter ce soir ton livre, te présenter toi peut-être d'abord. Oui, bonsoir. Là, c'est bon, le son? Vous m'entendez bien? Pour moi, c'est Ok, bon. super. Donc, oui, nous sommes chez Mélissa, à la librairie Café Carigno. Vous en voyez qu'un petit bout, c'est beaucoup plus grand. Il y a un café avec du maté et des quilmes. Et qui est une librairie hispanophone spécialement orientée à Amérique latine, littérature latino-américaine en espagnol donc, mais également librairie française. Avec en particulier, je pense à toi Sylvia, un grand rayon de livres pour enfants, que Mélissa a ouvert en octobre dernier à Belleville, près de la place Sainte-Marthe à Paris. Et c'est la seule librairie à Paris où on peut trouver des livres en espagnol. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Et au-delà de la librairie, c'est une sorte d'espace culturel puisqu'il y a énormément d'activités. Évidemment, moins en ce moment. Mais sinon, mais Mélissa pourra en dire un mot à la fin. Peut-être qu'on parlera comment avoir les livres et tout. C'est ici que j'ai fait la première, le lancement, la soirée de lancement en fait à la sortie de ce livre en septembre. Et pendant ce petit moment entre les deux confinements, où en plus il faisait beau, donc on avait pu envahir le trottoir, voire même la rue devant, avec des musiciens, des invités. Et voilà, c'était bien. Et quand j'ai demandé ce soir à Mélissa en fait de faire lectrice parce que je vais vous lire des extraits du livre. Moi, je lis en espagnol, en français, mais je ne voulais pas lire en espagnol. Et elle a le bon accent porteño de là-bas. Et quand je lui ai proposé de faire lectrice, elle m'a gentiment proposé qu'on fasse directement le Zoom dans la librairie, ce qui fait qu'on est ensemble plutôt d'être chacune dans notre maison à 3 km d'intervalle. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc merci d'être là. Je salue, je ne le vois pas, mais Alejo de los Reyes qui doit donc se connecter depuis Buenos Aires. Ça me fait très plaisir. Il doit prendre son cours de français. Donc c'est un guitariste argentin, pour ceux qui le connaissent, et qui apprend le français en ce moment. Bon, et voilà, les amis, quand on s'est salués. Je vais commencer directement par vous lire un petit bout du prologue. Ah non, je vais vous poser une question avant, pardon. Est-ce que je peux savoir qui l'a déjà lu ou on a lu des bouts, enfin qui l'a, ce livre, Buenos Aires en VO? Ok. N'hésitez Voilà, pas à ouvrir vos micros là pour. très bien, vous n'êtes pas en majorité, donc je ne vais pas trop me répéter. Buenos Aires littéraire, Buenos Aires imaginaire, Buenos Aires portuaire. Grand vent à l'aventure, cosmopolitisme et complicité. Ce pourrait être ma définition de cette ville. On lit un de ces livres dont une ville est le lieu, et puis, débarquant un jour pour la première fois, on constate que rien n'a changé,
depuis qu'on n'y est jamais allé. Remarque Olivier Rollin, c'est amoureux des bouts du monde sur les traces duquel je me suis rendue dès mon arrivée à la Confiteria idéale, en 2010, disons, du bar des Flots Noirs. Que le premier étage ait été un haut lieu du tango n'était qu'accessoire. Il fallait entrer dans la ville comme dans un roman. Entrer dans la ville comme dans un roman, entrer dans la ville par les romans, c'est ce que se propose de faire cette collection, donc qui s'appelle Ville en VO, VO pour version originale. Donc le mien sur Buenos Aires donc, doit être le 5e ou le 6e de la collection. Je vous en ai mis là quelques-uns. Il y a déjà New York, Florence, Lisbonne. C'est des très jolis livres format Actes Sud qui se présentent donc tous de la même manière. Le côté VO, c'est le côté anthologie de texte. C'est-à-dire que tous les textes littéraires qui vont être présentés dans ce livre sont en version originale et en traduction française. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a, en l'occurrence pour Buenos Aires, que des textes en espagnol. Il peut y avoir aussi des textes en français. Moi, j'ai mis un texte en italien, en latin, il doit y avoir un portugais. Bon, mais majoritairement en espagnol avec les traductions françaises que j'ai réalisées pour la plupart, mais certaines traductions aussi qui viennent des éditions françaises s'ils avaient déjà été traduits et publiés en français. Mais ce qui est loin d'être le cas de la majorité. Donc le livre, la structure du livre, c'est 50, à peu près 50 entrées pour toute la collection. Des entrées, c'est des mots. Je m'approche de la caméra. Vous vous envoyer là quelques-uns. On va en parler après. Je vais vous expliquer aussi comment je les ai choisis. Évidemment, ces mots, c'est toute la question. Tu peux faire un partage d'écran sur les mots si tu veux. Ouais, chaque entrée est présentée de la même manière. Je vais essayer d'en trouver un qui ne soit pas tout gribouillé, parce que moi, je gribouille dans les livres, surtout dans les miens. Carnaval. Donc, il y a d'abord une introduction d'environ 2 pages que j'ai écrit. Après, en gras, il y a une petite explication, présentation de l'auteur dont on va présenter le texte. Donc, une mini bio de l'auteur et ce pourquoi ce texte en particulier est intéressant dans sa biographie à lui et pour moi, pour Buenos Aires. Et après, le texte et la mise en page est très bien faite puisque exactement en vis-à-vis, vous avez le français et l'espagnol. Donc, pour les gens qui essayent de ou apprendre le français ou apprendre l'espagnol, c'est très bien, vous avez la traduction ligne à ligne. Donc voilà, chaque entrée est présentée comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à la fois une anthologie de textes bilingue, à la fois un récit de voyage, parce que tout ce que j'écris dans les introductions, c'est ma vision de mes différents voyages à Buenos Aires, et un guide culturel, puisque c'est censé apporter des informations. Il n'y a pas du tout d'adresse, il n'y a pas de restaurant, d'hôtel, etc. C'est pas du tout un guide dans ce sens-là, mais un guide culturel au sens où les principaux concepts historiques, en particulier de la ville, vont être présentés, quelques lieux. Ça, c'était les contraintes de la collection. Il fallait mettre 5 ou 6 lieux, quelques concepts, quelques personnages, essayer de prendre la ville dans son entièreté, c'est-à-dire voir aussi bien la végétation, la cuisine, l'urbanisme, la musique, les faits culturels saillants. Voilà, et après, chacun s'arrange un peu. Donc après, suivant les questions, je pourrais vous répondre comment moi j'ai orienté la chose de manière beaucoup plus historique. En fait, sociopolitique aussi que beaucoup de mes confrères, bon, parce que moi je viens de là des sciences humaines et c'est toujours ma tendance naturelle. Donc tous les auteurs
les autres villes, j'imagine, diraient la même chose, mais je trouve que Buenos Aires se prête particulièrement bien, se prête vraiment parfaitement à cette entreprise d'entrer dans la ville comme dans un roman, car elle a été beaucoup écrite, beaucoup décrite, aussi bien par des auteurs argentins que par des auteurs étrangers. Au départ, au XVIe, au XVIIe siècle, de toute façon, tout le monde était étranger. Souvent sur un mode comparatif, Buenos Aires avec la Pampa, Buenos Aires avec l'Europe, Buenos Aires avec Paris, sur un mode d'exploration identitaire, ce qui est le cas de généralement toutes les villes récentes, comme New York aussi, toutes les villes américaines. Toutes ces villes jeunes qui ont besoin d'écrire leur histoire pour la faire exister. On pourrait à la limite presque dire que Buenos Aires est une invention littéraire. Pourquoi pas, c'est pas mal. Mais aussi beaucoup d'auteurs l'ont pris sur, on parlait de Buenos Aires autour du thème de la nostalgie. Ça, c'est spécialement prégnant dans les paroles de tango. Ça, vous le savez aussi bien que moi, ou mieux que moi. Ou de la gloire et de la flamboyance de la Ciudad de la Furia. Voilà, donc c'était pas très difficile de trouver des textes parce qu'il y en a des milliers qui parlent de cette ville de Buenos Aires. On va vous lire d'abord un petit extrait de Europa, l'entrée Europa, parce qu'en effet, quand on parle de Buenos Aires, on parle aussi d'Europe. Je vous lis une petite entrée, des petits extraits de l'introduction. Europa, ancienne colonie espagnole, port de développement du capitalisme britannique, puis ville d'immigration européenne massive, Buenos Aires est intrinsèquement tournée vers l'Europe. Les porteignes ont tous des ancêtres, parfois encore de la famille, de l'autre côté de l'Atlantique, et souvent un passeport européen, encore attribué à quiconque possède un aïeul italien. Les porteignes sont venus d'Europe et ne cessent d'y revenir. Études supérieures, exil politique, économique, notamment après la crise de 2001. Là, exil Covid, il y en a aussi beaucoup. Voire culturel. On raconte en blaguant qu'il y a plus d'écrivains argentins à Barcelone qu'à Buenos Aires. Et il y a, sans nul doute, plus de danseurs de tango en Europe que là où il est né. Aujourd'hui, note avec malice l'écrivain Alan Pauls, Buenos Aires n'est pas une ville européenne. Elle en est presque une. C'est dans ce presque que réside son charme, parce que c'est précisément dans la distance qui sépare Buenos Aires de ses modèles européens, son absence de forme et de définition, son ambiguïté, ses territoires non légiférés, y compris son retard, que s'installent en général les voyageurs pour faire ce que leur patrie, qui leur garantit pratiquement tout, ne peut plus leur offrir, rajeunir. Rien de plus juste, profiter de cette liberté pour danser jusqu'à la madrugada, traverser hors des clous, et fumer dans les taxis. Ce que j'adore faire à Buenos Aires. Donc, c'est plus long que ça. C'est l'entrée au repas. Pour l'illustrer, c'est un texte de Alfonsina Storni, qui est une grande poétesse argentine, 1892-1938, arrivée à Buenos Aires à 4 ans depuis sa Suisse natale, une grande poétesse au destin tragique. Atteinte d'un cancer du sein, elle se suicide en entrant dans la mer à Mar del Plata. La chanson d'Ariel Ramirez, Alfonsina y el Mar, que vous connaissez certainement tous, reprise par les artistes du monde entier à la suite de Mercedes Sosa, lui rend hommage. Résolument féministe dans un pays machiste, Borges qualifiera ses écrits de mièvrerie de commère. Elle a longtemps tu l'existence de son fils, né hors mariage. Le texte qui suit est extrait du recueil Languides, qui marque un tournant avant-gardiste dans son œuvre, car elle y transgresse les codes esthétiques et sociaux en vigueur à l'époque. Dans ses premières strophes du poème Buenos Aires, la figure allégorique de la ville, personnage porteur d'un double héritage européen et indigène, évoque justement cette masculinité écrasante. Mélissa va vous lire 3 strophes du poème qui est plus long que ça. Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas, grandes los pies
y las manos, y pequeña la cabeza. En sus dos ojos, mosaicos de colores, se reflejan las cúpulas y las luces de ciudades europeas. Bajo sus pies todavía están calientes las huellas de los viejos querandíes de boleadoras y flechas. Buenos Aires est un homme qui a de longues jambes, de grands pieds, de grandes mains et une petite tête. Dans ses deux yeux, mosaïques multicolores, se reflètent les coupoles et les lumières de villes européennes. Sous ses pieds, cependant, chaudes sont encore les empreintes des anciens querandis, des boleadoras et des flèches. Gracias mucho. Il y a une question ou je continue? ¿Se escuchó bien? Oui, on entend bien. Pas de questions pour le moment. Bon, je vous êtes au spectacle ou quoi? Alors, il y a un livre de Vázquez Montalbán, le catalan, qui s'appelle Le Quintet de Buenos Aires, dont le personnage est un détective privé qui s'appelle Pepe Carvalho. Vous en avez probablement lu. Et dans le Quintet de Buenos Aires, on demande à ce personnage qui doit partir faire une enquête à Buenos Aires, qu'est-ce qu'il sait de cette ville. Et il répond Maradona, desaparecidos, tango. Voilà, les trois choses qu'il sait de Buenos Aires. Le foot, les disparus et le tango. C'est sûr que c'est la base. Donc, évidemment, on va trouver une entrée foot, balle, une entrée disparue, une entrée tango, mais on pourrait évidemment ajouter psychanalyse et librairie. On trouve aussi librairie et Mafalda et beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ce sont les disparus, on va trouver quand même beaucoup de choses autour de ça. Disparus, Esma, Plaza de Mayo, où il y a un texte sur les maires de la place de Mai. De manière connexe, Villa Miseria, aux Cartoneros. Et tango, là, ça s'ouvre aussi à Milonga, Noche, Café, Bohemia, rock. Le rock peut aussi être du tango, comme chacun sait à Buenos Aires. Donc ça, ce sont les clichés des étrangers sur Buenos Aires, mais c'est les clichés qui fonctionnent. Mais il y a aussi toute une partie très importante qui touche plus à l'architecture et à l'urbanisme. On va trouver Azotea, Barrio, Comentillos, Cuadras, Esquina, Delta, Pampa, des termes géographiques, Rio de la Plata. Mais toute cette c'est une sorte de fil rouge, en fait, l'histoire urbanistique de la ville, parce que c'est l'histoire du développement géographique de Buenos Aires. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une ville qui a été entièrement créée par les premiers Espagnols qui sont arrivés au XVIe siècle. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de village indien, rien du tout. On se demande pourquoi ils étaient installés là. C'était plein de marins, infestés de moustiques. Enfin bon. Donc, c'était à l'embouchure du fleuve, comme vous savez. C'était un peu par hasard. Donc, c'est une ville complètement créée par les Espagnols et après par les immigrants à partir de la fin de la moitié du XIXe siècle, donc en particulier italiens. Donc, évidemment, c'est une ville qui va se développer au rythme de l'immigration et qui prend une forme très particulière et une forme évidemment très littéraire. Donc, il y a aussi beaucoup de références aux différents courants littéraires, courants idéologiques qui traversent l'architecture et qui sont le soubassement des choix esthétiques architecturaux qui ont pu être faits à différentes époques. Le vrai accroissement de la ville, la ville, elle a vraiment 150 ans en fait.
Avant, c'était la Grande Aldea, c'était le grand village. Donc, je vais peut-être vous lire un petit bout de Quadra. Ceux qui sont allés à Buenos Aires savent qu'on ne parle pas, qu'on parle en quadras, hein, pour donner les distances. À Buenos Aires, on ne dit pas que telle adresse est à 10 minutes à pied, mais à tant de quadras, comme les blocs new-yorkais. Non seulement parce que cela dépend de qui on rencontre, dans quelle librairie on s'arrête, ou dans quel café, mais surtout parce que toutes les quadras, au sens propre, parcelle carrée, par extension, pâté de maison, au figuré, mesure d'un pâté de maison entre deux rues, toutes les quadras sont de dimension égale, presque 130 mètres. La manzana, ou le urbain carré, mesure en effet 121 mètres de côté, auxquels on ajoute les quelques mètres jusqu'au mi-temps des rues qui l'abordent. Donc, c'était une régularité extraordinaire. Pourquoi tant d'uniformité qui donna à Drieux-La Rochelle un, citation, vertige horizontal? Tout commence à la fondation de la ville par Juan de Garay à la fin du XVIe siècle. Quand celui-ci distribue les terres, il dessine le long du fleuve un plan en damier, typique des villes coloniales espagnoles construites selon les lois des Indes, de 16 carrés sur 9, plus ou moins à l'emplacement du quartier actuel de San Telmo. Chaque quadra mesure 140 varas de côté. La varas, c'est une mesure médiévale espagnole qui en Argentine, évidemment, ne mesure pas la même chose qu'en Espagne, très pratique. Elle correspond à 0,886 cm. Les rues ont donc une largeur de 11 varas, soit environ 9,50 m. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant. La ville se développe sur ce modèle jusqu'au XXe siècle, en intégrant en 1887 les villages limitrophes de Belgrano et de Flores, construits sur le même plan. La ville s'avance carré par carré pour livrer bataille à la Pampa, note Albert Londres, dans les années 1920. Pour accueillir les millions de nouveaux habitants, les manzanas, qui au départ coïncidaient avec une parcelle, sont divisées au fur et à mesure en 4, puis par tranches de 10 varas, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, la parcelle typique et donc la façade des maisons, voire de certains immeubles, mesure exactement 8,66 m de large. Et vous pouvez faire l'expérience, toutes les maisons à Buenos Aires mesurent 8,66 m de large, ou à la limite un multiple de 8,66 m, 17,20 m s'ils ont deux parcelles. Et donc les casas chorizo, qui sont tout en long, sont très longues, mais sont très étroites. Voilà, donc ça c'était un petit extrait, enfin un tiers de l'entrée Quadra, dont je ne vais pas vous lire le texte parce qu'il est en anglais, le texte qui l'illustre est le texte d'une journaliste new-yorkaise du début du XXe siècle. Donc cette approche architecturale et urbanistique, c'est un des fils rouges du livre. Le second fil, c'est évidemment littéraire. Borges va et vient un peu partout par des citations. Oui, c'est une sorte de fil. Cortázar aussi. Parce que j'ai aussi essayé de présenter, comment dire, non pas l'histoire littéraire argentine, mais de prendre des auteurs de toutes les époques. Ça commence avec les jésuites au XVIIe siècle, les voyageurs, jusqu'aux auteurs les plus contemporains, des auteurs qui n'ont pas encore été traduits en français, des romanciers, voire même très très contemporains, puisqu'il y a un texte qui a été écrit spécifiquement pour cet ouvrage de Ricardo Mosner. Et donc voilà, l'histoire littéraire avec ses courants, ses différentes ramifications, en essayant de penser toujours au processus historique. Donc, il y a non seulement les textes, mais dans les introductions, il y a aussi énormément de citations. Après, ça, c'est des questions dont on pourra parler. C'était les contraintes spécifiques à ce type d'ouvrage. On ne peut pas utiliser tous les textes qu'on veut. Il faut utiliser que des textes
pour lesquels on a les droits, donc où il faut acheter les droits, où il faut qu'on nous donne les droits de reproduction pour les utiliser. Donc, c'est une très jolie contrainte, en fait, parce que ça permet de se mettre en relation directe avec les auteurs et de leur expliquer pourquoi il faut qu'ils nous donnent leurs tests. Et je me suis fait plein de copains comme ça. Comment est-ce que tu as abordé la musique dans ton livre? La musique de Buenos Aires, alors, typiquement, il manque la cumbia. Il y a tango et rock. Mais aujourd'hui, la musique de Buenos Aires, c'est la cumbia. Oui, donc tu fais plus un parcours historique qu'actuel. Oui, moi, j'ai vraiment essayé de prendre une vision assez historique. Il manque combien, mais il y a plein de mots qui manquent. J'en ai déjà fait exactement deux fois plus épais que ce qu'on m'avait commandé. Mais il manque, j'ai pas non plus parlé du polo, qui est aussi quelque chose, bon, voilà. Nous, quand on va à Buenos Aires, c'est peut-être pas obligatoirement l'endroit qu'on utilise le plus. Historiquement, le turf était très important, mais le polo aujourd'hui, c'est aussi toujours très important. C'est probablement un des milieux qu'on fréquente moins, mais il y a des manques. Et je pense que combien l'est. Donc, rock, pour illustrer le rock, en plus, c'est vraiment très historique parce que j'ai mis les paroles du premier rock argentin, de ce qui est considéré par l'histoire comme le premier La Balsa de Litonelia et qui est considéré comme le premier rock argentin. Mais la musique de Buenos Aires, c'est quand même le tango. Et tu abordes la question de la musique par rapport aux auteurs, aux compositeurs, ou bien aussi il y a l'aspect musical, comment s'écrit cette musique, qui est quand même particulière. Alors, c'est quand même très, très général, sachant que c'est un guide, vraiment un livre vraiment pour le grand public. Donc, résumer l'histoire du tango en une page et demie, c'est expliquer qu'à la fois c'est une musique, une danse, voire une philosophie, et quels en sont les instruments spécifiques, quels en sont en gros les trois périodes, et comment c'est né et comment ça vit aujourd'hui autour du monde. Bon, voilà, là ça y est, on est arrivé à la page et demie. En fait, tu avais une contrainte de page. Ah oui, j'avais une grosse contrainte de page. Tous les livres de cette collection ont le même nombre de pages? Eh ben, écoute, normalement, ils sont censés faire ça. Voilà, 160 pages. Moi, j'en ai fait pas 120. Voilà, c'est exactement 2 fois plus épais. Donc, je me suis permis de ces petites introductions d'en écrire 2 pages à chaque fois au lieu d'en écrire une. J'étais soutenue par la directrice de collection. Heureusement, l'éditeur était. Bon, voilà. Parce qu'évidemment, ça coûte beaucoup plus cher à produire un livre de 360 pages et il coûte le même prix que ceux qui en font 120. Donc, c'est sûr que c'est pas très rentable pour personne. Mais on m'a laissé cette liberté, donc j'en suis fort aise. Parce qu'on ne peut vraiment pas dire grand-chose en 1200 signes. Bien sûr, mais Stéphane nous dit que tous les sujets que tu n'as pas abordés, ce sera pour le tome 2. Oui, bah c'est ça. Buenos Aires en temps de confinement. Oui, non, il n'y a pas de théâtre non plus, par exemple, alors que la scène théâtrale est extrêmement importante à Buenos Aires. Il n'y a pas cinéma. Et il y a un cinéma argentin, il n'y a même pas bande dessinée, alors que c'est le pays de la bande dessinée en Amérique latine. Mais voilà, il y a Jacaranda, Pizza, Tello. Véronique demande, les autres livres de cette collection sont-ils à entrer comme le tien ou est-ce... Ils sont tous faits pareil. Pardon? Ils sont tous faits pareil. D'accord. La structure que j'ai expliquée tout à l'heure, une introduction, une présentation de l'auteur et un texte en bilingue. Et c'est vrai que les autres ont
tendance à avoir le côté récit de voyage, comme j'expliquais un peu au début, plus réduit, puisque les introductions, enfin ce qu'on appelle les introductions, là font plutôt une page et dans le mien plutôt 2 ou 3. Et par Après, il rapport... y a qui sont aussi plus ou moins longs, quoi. Oui. Alors, elle dit, c'est pas ma question. Ah, d'accord. Je relis sa question. Les autres livres de cette collection sont-ils à entrer comme le tien ou est-ce à pattes comme dans le dictionnaire? Véronique, tu peux peut-être prendre le micro si tu veux. Parole parce que je. Véronique? Alors voilà, je remets la vidéo. Oui, donc visiblement ma question n'est pas clairement formulée. Donc il y a des entrées par mots-clés dans ton livre. Je demandais si c'était une politique éditoriale. Est-ce que tous les autres livres de cette collection sont des livres à entrée Oui, oui. par mots-clés? Oui, oui, tout à fait. C'est ce que j'ai d'accord. expliqué un petit peu. Oui, c'est toujours 50 textes et 50 mots-clés. 50 mots-clés et 50 textes qui illustrent le mot-clé. D'accord, parce que c'est un peu construit sur le même modèle que le dictionnaire, du coup. Ça me faisait penser à ça. Ah oui, alors ça, c'est un peu un hasard. Oui, et oui, en plus, c'est organisé de manière alphabétique. Oui, donc ça fait comme un mini-dictionnaire, mais ce n'est pas l'idée. Donc oui, alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a des mots, si on prend Lisbonne, par exemple, il va y avoir Africa, Aguas, Livre, Alfacinia, Almada, Aventura, Azulejos, Beiros, qui sont les barrios. Comme c'est des villes, il y a des mots, par exemple, café. Café, il est dans tous les livres, je pense. Hein. Tout le monde l'a pris. Calçada, Ciao, Chiado. Voilà. Oui, c'est toujours cette idée de trouver un mot, un concept, donc un mot-clé, concept, on appelle ça comme on veut, un lieu typique, symbole de la ville, et de trouver un texte littéraire ou, dans mon cas, j'ai aussi choisi beaucoup de textes historiques ou politiques, mais sinon un texte littéraire qui illustre ce mot-clé. C'est ça l'idée de la collection. Alors, Sylvain demande, et Mafalda? Et Mafalda, elle est là. Elle est là. Parce qu'elle est quand même bien présente à Buenos Aires partout. Hein. Elle est là avec un très joli texte d'Umberto Eco en italien et en français. Stéphane demande, ce sont les mots qui ont conduit au texte ou les textes qui ont conduit aux mots? La grande question. Alors, un peu les deux, évidemment. Moi, je suis plutôt partie des mots. Je dois dire que il y a, je ne sais pas, 3-4 ans, ça m'a fait passer un très bel hiver, enfin un été, un hiver européen, un été porteño à Buenos Aires. Pendant 2 mois, j'ai fait des dîners tous les soirs avec tous les gens que je connaissais et avec un seul sujet qui était « Donne-moi 3 mots pour définir ta ville ». Donc, bon, dans le milieu dans lequel je vis, donc plutôt artiste, chercheur, un peu de gens de tango, et des étrangers de là-bas aussi. Alors, c'est très drôle parce que, bon, évidemment, les 10-15 premiers mots, c'est les mêmes. Tout le monde dit Maradona, desaparecidos, tango, obelisco, bon, voilà. Et puis après, il y a des mots qui apparaissent par les obsessions de chacun. Il y avait un copain qui m'avait dit non, mais alors il faut absolument que tu mettes McDo. McDo, pour Buenos Aires. Pourquoi McDo? Non, mais parce qu'à Buenos Aires, c'est le seul McDo cachère du monde. C'est le seul endroit du monde où il y a un McDo cachère parce qu'il y a une énorme population juive. À part à Jérusalem, évidemment. Mais en dehors d'Israël, c'est le seul endroit. Donc voilà, c'était le McDo. C'est quand même pas assez symbolique de la ville, probablement. Il y a pizza, parce qu'on m'a demandé de mettre un plat. Évidemment, il y avait aussi helado. Tout le monde m'a dit non, helado.
et surtout mon copain qui avait une entreprise, la première dont le grand-père avait créé et la délirie à Buenos Aires, il avait encore la fabrique. Mais je n'ai jamais trouvé de texte. Donc, résultat, ça a été Pizza, parce que Pizza, là, il y a un super bon texte. Donc, en fait, évidemment, quand on trouve les mots, après, il faut trouver le texte qui les illustre bien. Donc, résultat, il y a des mots qui ont été mis de côté. Et à l'inverse, plus je lisais, plus je trouvais des textes que je voulais absolument utiliser. Et donc, évidemment, à ce moment-là, j'ai inventé le mot, j'ai tiré le mot du texte pour le mettre. Même si de toute façon, ça reste dans un champ sémantique qui était déjà prévu. Mais voilà, plutôt que de mettre, je ne sais pas moi, dictature, j'ai mis ESMA. Ça permet d'en parler. Bon, voilà, parce qu'il y avait un très bon texte sur la ESMA, sur l'école de mécanique de la marine. Voilà. Mais moi, je suis partie quand même plutôt par les mots, sachant qu'après, on lit. Évidemment, j'avais quand même déjà une petite culture littéraire argentine, donc il y avait déjà des auteurs que je savais obligatoirement que je voulais utiliser. Donc ça, c'était pour moi la troisième contrainte, c'était je veux absolument utiliser cet auteur, il faut que je trouve un texte de lui qui va rentrer dedans. Bon, par exemple, Storni, tu vois, je voulais absolument la mettre, ça tombait bien, j'en ai trouvé. Il y a des auteurs dont franchement, je n'ai pas trouvé. Parce qu'ils n'ont pas écrit sur Buenos Aires où ça marchait jamais. Donc, on va trouver une petite citation par-ci, par-là, mais pas un texte en entier. Voilà, ça répond à la question. Josiane demande quel est le texte lié au tango. Alors, le texte à tango, le texte, je ne vais pas vous le lire parce que c'est un texte qui doit vraiment être scandé. Il faudrait Oui. Vous pouvez trouver quasiment tous les chanteurs argentins contemporains l'ont dit, puisque c'est un récitatif qui s'appelle Vuelve el Tango de Valorza, qui était le chanteur d'un groupe du début du XXe siècle qui s'appelait La Guardia Ejele, que je dis toujours très mal. Il est mort très jeune. Il est mort à 30 ans, 35 ans d'une crise cardiaque. Et donc, c'est un texte qui parle du renouveau du tango, musique plutôt, mais enfin, danse aussi, mais de l'appropriation par la jeunesse du début du XXIe siècle, de la fin du XXe à Buenos Aires. Donc, c'est l'idée de Vuelve el tango. Le tango était mort, mais non, en fait. Era siesta nomás, lo que dormía. Ce n'était qu'une petite sieste. Il est revenu et il est bien vivant et il est dans les quartiers populaires, il est dans les milongas hippies, il est avec les musiciens au chapeau, etc. Mais c'est page 304. Et donc, c'est un texte qui est très important, en fait, sur la scène musicale argentine depuis 20 ans à Buenos Aires, qui, comme vous le savez, c'est extrêmement développé. Et c'est un peu comme l'étendard, l'hymne de cette génération. Et ça a été repris par énormément de musiciens. Vuelve el tango, ça. Tu veux le lire? On essaye quand même? Oui. Bon. On va pas un paragraphe. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las 2 horas de trampa en algún telo. Y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de trolas.
vuelve el tango. Une gitane a lu dans le mar de mon café que le tango est de retour. Une ambulance allume sa sirène pour aller chercher des pizzas et les jongleurs se dépêchent de faire la manche au feu rouge. Un couple se promet par téléphone 2 heures d'adultère dans un hôtel de passe. Et quelqu'un, seul dans sa chambre, cherche dans le journal comment se faire livrer une putain à domicile. Le tango est de retour. Y que vuelva nomás, si está en su casa, bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra. Por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos en telarañas de sombra de versiones. Los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano, lo hicieron tan cornudo que aburrieron. Eh bien, qu'il revienne puisqu'il est chez lui. Mathés et Moineau lui souhaitent la bienvenue. Vin et fiesta le reçoivent. Pour son premier amour qui fut milonga, par son premier amour qui fut guitare. Des ténors à la voix rauque l'avaient envoyé se coucher. Ils l'avaient enfermé dans des musées tous semblables, pris dans les toiles araignées de versions élimées. Ceux qui avaient voulu sauver les meubles avec Carlitos, Gardel, avec le gros El Gordo Troilo, avec le Rital, Piazzolla, ils l'ont tant coquifié qu'ils ont lassé. Lo exportaron, le llenaron de sellos el pasaporte, lo pisotearon atléticos bailarines que saltaban demasiado. A él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de Comparsita. Señores, vuelven tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, vestido de bacán y en zapatillas, se dejó el fungi viejo para que no vayan a creer que da vergüenza. Se arrancó el quincho color zanahoria, la bijú de lunfardos oxidados, se sopló las frituras de la solapa y se vino en bondi. Lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros, de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga, siga, y la pelota no se mancha, vuelve el tango, y que bufen los eunucos. Ils l'ont exporté, ont rempli son passeport de tampons. Des danseurs athlétiques l'ont piétiné à force de trop sauter. Né maudit et bâtard dans les crèches des patios et des bordels, on l'a crucifié par la résurrection des comparsitas. Messieurs, le tango est de retour, discrètement et sans faire de boucan. Il réclame à nouveau ce qui lui appartient. Dans la fleur de sa jeunesse, à plus de 100 ans, habillé chic et les baskets aux pieds. Il a gardé le galure pour qu'on n'aille pas croire qu'il donne la honte. Il a arraché sa perruque carotte, son collier d'argot rouillé. Il a frotté les taches de graisse de son veston et il est venu en bus. Il est accompagné par des musiciens qui jouent au chapeau, par un chœur de vendeurs de journaux et de gamins, de poivreaux, de voleurs de pièces détachées. On dit qu'il a quitté le quartier. Quand ça? Il est toujours là, et son honneur est sauf. Le tango est de retour, et tant pis pour les eunuques. Leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Une gitane a lu dans le mar de mon café que le tango est de retour. Il s'est échappé des partitions emmêlées. Ceux qui ne le connaissaient pas le réclamaient. Quelqu'un l'avait déclaré mort. Quelle folie! Il faisait simplement une petite sieste. C'était pas le plus simple à traduire. Est-ce qu'il y a un autre texte quel est ton texte préféré d'ailleurs, Gwenaëlle? Qu'est-ce que tu as le plus aimé écrire ou celui qui t'a le plus touché? Je sais pas. J'aime beaucoup Collectivo, parce que c'est très littéraire peut-être et que je m'y reconnais complètement. Je vois, c'est exactement la manière dont moi je vois la vie. Collectivo, c'est les bus.
Et c'est vrai que je partage avec ce personnage cette manière de voir la ville comme un plan et de voir les bus qui sillonnent, les lignes de bus qui dessinent la ville. Je vais vous en lire un petit bout. Et puis sinon, il y a un texte qu'on aime beaucoup avec Mélissa, qu'on vous lira tout à l'heure. Collectivo, ouais, c'est les bus. Donc les bus à Buenos Aires, c'est le moyen de locomotion principal et ça a toute une longue histoire. Donc vous pouvez lire dans l'introduction, mais je vais vous lire un tout petit extrait de Sergio Chefet, qui est un auteur majeur contemporain de littérature, prof à l'université à New York en ce moment. Et si. ¿Quieres empezar vos? Sí, no. ¿Empezamos en francés? Sí. No. No. Bueno, empiezo yo. Podemos imaginar lo que diría Samich de las ciudades en general y de Buenos Aires en particular, que desprecia los mapas y cree solamente en los recorridos de los colectivos. Los mapas son redundantes e insuficientes a la vez. Únicamente los colectivos se le revelaron como entidades anfibias entre abstractas y tangibles, bajo la forma de dioramas mentales que resultaban de la trayectoria figurada de cada línea. Nous pouvons imaginer ce que dirait Samich des villes en général et de Buenos Aires en particulier, qu'il méprise les cartes et qu'il croit uniquement aux itinéraires tracés par les autobus. Les cartes sont à la fois redondantes et insuffisantes. Seuls les bus lui apparaissaient comme des entités amphibies entre l'abstrait et le concret, qui dessinaient des diagramas mentaux nés de la représentation du trajet de chaque ligne. Los dioramas mentales tomaban forma entonces a la manera de trazos abstractos. Eran las conexiones de las rutas entre los puntos de la ciudad que se resolvían o graficaban también imaginariamente, como vehículos coloreados parecidos a miniaturas, acercándose y alejándose dentro del diseño fijo de las calles. Y encima estaban los números, caprichosos e imprevisibles que no respondían a nada en concreto, sino a su papel de pura denominación. Dès lors, les diagramas mentaux prenaient forme, des traits abstraits connectaient les différents points de la ville. Ils dessinaient un graphique ou prenaient l'apparence, toujours de manière imaginaire, de véhicules colorés semblables à des miniatures s'approchant et s'éloignant au sein du tracé figé des rues. Et les numéros s'affichaient dessus, capricieux et imprévisibles. Ils ne correspondaient à rien de concret et jouaient seulement un rôle de pure désignation. Los números representaban vínculos. Podemos imaginar a Samich abocado durante cierto tiempo a desandar el trayecto de una línea de colectivos, sin otro argumento ni intención que conocer la ruta desde otra altura de la mirada y a distinta velocidad. Pero la paradoja de las rutas de colectivo consistía en que mentalmente era como mejor se ponían de manifiesto. Trayectos e imágenes combina dos aparecía en la cabeza Samich con la claridad de un diagrama. Samich, le fascinaba vincular sitios de la ciudad a través de esos recorridos, porque eran algo así como postulaciones de simultaneidad, una materia prima de la ficción urbana, la vida sincronizada y las infinitas posibilidades de la casualidad. Nous pouvons imaginer Samich consacrant un certain temps à faire à pied le trajet des lignes de bus, sans d'autre raison ni intention que de connaître le trajet depuis un autre point de vue et à une vitesse différente. Mais le paradoxe des lignes de bus était le suivant. C'était mentalement qu'elles se manifestaient le mieux. Combinées entre eux, les trajets et les images venaient immédiatement à l'esprit de Samich avec la clarté d'un diagramme. Relier des lieux de la ville à travers ces itinéraires le fascinait, parce qu'il semblait suggérer une simultanéité, une matière première de fiction urbaine, la vie synchronisée et les possibilités infinies du hasard.
Pour moi, c'est ça, une promenade dans Buenos Aires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, en fait, tu fais beaucoup le rapprochement dans ce qui te touche et ces textes-là avec ce que tu as vécu là-bas. Oui, c'est en ça que je dis que c'est aussi un peu un récit de voyage. J'essaye évidemment d'être. Il y a une partie objective scientifique, disons, en particulier sur l'histoire, mais, mais c'est moi qui écris. Je ne peux pas me déprendre de moi, quoi, ça c'est sûr. Donc, c'est aussi ma vision en tant que Française, en tant que plein de choses, quoi, c'est sûr. Quels sont les milongas dont tu parles dans ton livre? J'en parle de très peu. Ça, c'est le côté guide. Il y a 2 lignes. Il y a une entrée milonga, donc qui explique plutôt en fait le mot, d'où vient le mot et ce qu'il veut dire, à la fois le lieu, à la fois le rythme, bon, etc. Le texte qui l'illustre, c'est un extrait des Poupées sauvages de Claire de Ville, donc un des rares textes en français. Donc c'est assez marrant d'avoir mis un texte français pour un milonga. Mais pour le grand public, je pense que vraiment cet extrait qui se passe à la Viruta, de description, c'est exactement ça. Donc ça peut pas être mieux. Je connais aucun texte en espagnol qui le présente aussi bien. Et donc, à la fin de l'introduction, en effet, pour le lecteur qui n'est pas du tout du tango et qui voudrait aller voir une milonga, il y a 2 ou 3 notes comme ça. Plaza Dorrego, la milonga de Plaza Dorrego, en plein air, à San Telmo, et Salon Canning et la Viruta, qui sont les endroits où les touristes peuvent aller prendre un cours, pouvaient en tout cas, comme ça, quoi. Après, les gens du tango, ils savent où aller. Là, c'est des endroits où on peut envoyer des gens qui n'y connaissent rien et qui peuvent aller en tant que pur touriste ou à la cathédrale. La cathédrale, il y a beaucoup de gens, beaucoup de touristes qui veulent voir une milonga, ils vont à la cathédrale. Tu parles aussi un petit peu des théâtres de tango, des spectacles pour touristes? Non. Non, pour ça, il faut, je vous le remontrer, pour ceux qui ne l'auraient pas. Il faut lire ça. C'est toujours d'actualité. Comme tous les bons livres de référence, il a beau avoir 5 ans. Déjà? Et ouais, c'est fou, hein? Novembre 2015. D'accord. On avait reçu Emmanuel au festival dans le cadre des rencontres autour d'un maté qui nous avait présenté. Oui. Et est-ce que le travail pour le dictionnaire et le travail pour ton nouveau livre a été similaire ou c'était vraiment 2 choses opposées? Complètement différent. Ça, c'est quasiment que du plaisir. Sous-entendu, le dictionnaire, ce n'est pas que du plaisir. Non, le dictionnaire, moi, j'ai fait de la recherche. Donc, et après, il y avait l'écriture, mais l'écriture, c'est toujours la partie facile. Moi, j'ai passé des mois, des années aux archives, à los archivos de la Nation, à lire tous les journaux du début du siècle. J'ai fait des centaines d'heures d'interviews, d'entretiens. Oui, j'ai essayé de refaire surtout l'histoire du tango qu'on trouve dans les entrées. Il y a 3-4 entrées, et une cliché en particulier, l'entrée cliché dans le dictionnaire du tango, ou en Guardia Vieja, dans des trucs de musique aussi, pour essayer d'aller contre cette histoire imposée qui a été répétée pendant 100 ans, en fait, le tango est né dans les bordels, il est allé à Paris, enfin voilà, tout ce qu'on raconte partout. J'ai découvert en fait que tout ça venait d'un seul livre qui avait été répété et répété pendant 50 ans, et qui est faux, quoi.
Donc, c'était un vrai travail de chercheur. Donc, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. D'accord. Donc le dictionnaire, il est là un petit peu pour faire tomber les clichés chez les gens qui connaissent déjà le tango. Le dictionnaire, il est beaucoup plus. Enfin, oui, c'est plus. Il y a une partie dedans qui est du travail académique, donc c'est quand même, c'est pas aussi abordable. Oui. Alors Solange Basely nous dit: j'ai adoré pouvoir voyager dans ton Buenos Aires, dans ce que j'ai retrouvé, dans ce que j'ai découvert. Les textes de Fileteado m'ont fait marrer. Ah oui. Oui, les textes de Fileteado, c'est pas un texte, en fait, c'est plein de petits textes. Donc, le Fileteado, vous savez, c'est part de l'arabesque, qui en fait a commencé sur les bus, justement. Et c'est des extraits de ces maximes qui étaient peintes sur les bus jusqu'aux années 70. Donc, il y en a des pas mal, ouais. Mais ça, c'est très, très porteño. Ouais. Oui, c'est la seule ville ou le seul pays dans le monde où on trouve ça sur les bus, ce genre de choses. Enfin, dans des pays que moi je connais, aux Philippines, il y a ça aussi. C'est aussi un pays catholique, je sais pas si c'est important. C'est le seul pays catholique en Asie. Parce que c'est comme je dis ça, parce que c'est beaucoup Dieu, Dieu protège-moi. Et tu lui racontes un petit peu l'histoire de ces fileteados? Ouais, attends, j'essaie de le retrouver. Quelle esthétique liée au quartier, au style baroque et au bandoneon, miniatures de faubourg, paysages à l'huile de camphre. Ainsi, le poète tanguero Horacio Ferrer décrivait-il le fileteado porteño, art décoratif populaire né à Buenos Aires au début du XXe siècle. Le fileteado prend son essor dans la communauté immigrée italienne grâce aux calèches et charrettes, puis aux bus et camions de livraison, personnalisés pour être repérés au premier coup d'œil, mais aussi pour exprimer l'orgueil des conducteurs. Il se caractérise par des lignes en spirale, des couleurs vives, un agencement symétrique et un jeu d'ombre complexe suggérant le relief. Petit à petit, les tôleries sont surchargées d'éléments décoratifs, fleurs, navires, soleils, mains entrelacées, animaux imaginaires ou réels, pierres précieuses et enfin rubans, fanions, torsades, portant souvent les couleurs de l'Argentine, entourés de filigranes, arabesques, parchemins, calices ou cornes d'abondance, autant d'éléments du style néoclassique alors à la mode en architecture. Sans oublier les phrases peintes en lettres cursives ou en caractères gothiques qui transforment en livre ouvert la ville sillonnée par les transports en commun. Bon, après, il y a une autre partie sur le fileteado aujourd'hui. On peut vous en lire quelques-unes. Lisa? Je suis prête. A fuerza de vender perros, me pude comprar esta cucha. À force de vendre des chiens, j'ai pu m'acheter cette niche. Mírala de arriba abajo, lo hice con mi trabajo. Regarde ce véhicule de bas en haut, c'est le fruit de mon travail. Jesucristo es mi copiloto. Jésus-Christ est mon copilote. Cuidado, si empieza a ver estas letras cada vez más grandes, es porque me estoy yendo para atrás. Attention, si vous voyez ces lettres de plus en plus grosses, c'est parce que je fais marche arrière. Cuando el dinero habla, la verdad calla. Quand l'argent parle, la vérité se tait. El que envidiando vive, desesperado muere. Celui qui vit dans l'envie meurt dans le désespoir. No tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. Je n'ai pas ce que je désire, mais je désire ce que j'ai. Por cada minuto de tristeza perdés 60 segundos de alegría. À chaque minute de tristesse, tu perds 60 secondes de joie. Bon, il y en a... Non, la dernière, c'est la haute. Il y en a encore une page, donc mais la dernière, ça c'est pour nous. Yo nací para el fango como Arolas para el tango. Je suis née pour le ruisseau comme Arolas pour le tango. Il y en a beaucoup avec le tango. Ouais. Pour revenir aux questions des textes et le rapport entre le dictionnaire et ça, en fait,
Une autre contrainte pour moi, ça a été évidemment de ne pas me laisser aller à ma tendance naturelle et à illustrer chaque mot-clé par un tango. Parce que ça aurait été très possible. Évidemment. Et ça, donc il y en a quelques-uns. Il y en a un pour Gardel, il y en a un pour Café. Mais évidemment, il ne fallait pas que je choisisse quand même que des tangos comme texte. D'accord. Elisabeth? Tout noir. Il y a des gens qui s'appellent ordinateur. Oui, il y en a qui n'ont pas allumé leur caméra. Elisabeth demande de quel livre parles-tu quand tu dis qu'il y a un livre qui existe depuis des années qui raconte une histoire fausse? C'est un livre en argentin qui n'a jamais été traduit d'ailleurs, mais qui est un peu la base. C'est le livre des frères Batz. B-A-T-E-S. Tu peux donner le titre? Ah, il faut que je cherche. Ah, alors, Solange Basely dit que le premier livre d'histoire est écrit en 1936, je crois. Oui, c'est celui-là. Oui, c'est 36. Je vais chercher. Alors, la historia del tango, sus autores, Talleres Gráficos Compañía General Fabril Financiera, 1936. Luis Héctor Batz. D'accord, donc il n'a jamais été traduit et pourtant toute l'histoire se base sur ces livres. Elle se base sur ce livre, après un autre se base sur un livre qui s'inspire de celui-là, etc. etc. quoi. Même Horacio Salas, Salas, il a été traduit, par exemple. Très bien. Serge David dit, il y a un filetteador qui vient très souvent en Europe, il s'appelle Gustavo Ferrari. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Et qui fait du body. D'accord. Non, mais je disais ça parce que c'est quelqu'un qui est intéressant parce que on ne connaît pas bien cet art-là ici en France, en Europe. Et Gustavo, comme il travaille en France, en Allemagne, il va même jusqu'en Russie, et il travaille en direct. Il fait aussi des œuvres, des filettés en direct. On peut aussi lui commander des choses. Sa démarche est intéressante, à la fois artistique et puis à la fois pour faire connaître cet art. Voilà. Je crois que c'est le seul, je ne sais pas, hein, le seul argentin filetteador qui vient en Europe, enfin à ma connaissance. Non. Oui, non, je regardais si justement il était cité dans le dictionnaire, parce que là, il y en a plein de cités. Mais non, il y a Murcia qui fait aussi, oui, le body painting, là, les filetteados en tatouage. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Alors, Stéphane, est-ce qu'il y a des textes dans d'autres langues que français et espagnol dans ton livre? Oui, il y en a pas mal. Enfin, il doit y en avoir 3-4 en anglais, il y en a un en italien, et en latin, il y a des citations latines. Pour le Palacio Barolo, c'est toutes les citations latines qui ornent tout le bâtiment. Ouais, c'est ça. Qui sont traduits à chaque fois? Oui, tout est toujours traduit. Donc l'anglais, c'est pareil. À ce moment-là, c'est anglais-français, il n'y a pas d'espagnol. D'accord. Et combien de temps ça t'a pris, tout ce travail de recherche de textes, de choix? Un an? Un an? Oui, à peu près. D'accord. Et tu t'es appuyé un peu aussi sur ce que tu avais fait avec le dictionnaire ou tu as vraiment cherché d'autres sources pour tout? Non.
Non, mais par contre, je ne me suis pas mis à lire de la littérature argentine à ce moment-là. C'est sûr que j'avais quand même une petite base. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a demandé de le faire. Donc, j'ai pas tout découvert en un an. Oui. Mais j'ai écrit en un an. Ouais, à peine. Et Gonaël, tu disais tout à l'heure que tu avais beaucoup travaillé et que tout n'est pas dans le livre, comme le cinéma, théâtre, bande dessinée. Et tout ce travail-là qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas lire, qu'est-ce que tu vas en faire? Bon, il est dans ma tête pour l'instant. Oui, non, il y a des notes. Bon, je peux, je sais pas. Il n'y a pas un tome 2. Pas pour l'instant, mais non, il y aura peut-être plutôt un tome 2. Pour l'instant, en fait, j'essaye de reprendre le dictionnaire dont il est question qui passe en poche. Et donc, ce serait une édition révisée. Il y a énormément de coquilles. Il y a aussi pas mal de gens qui sont morts depuis, donc il faut changer des dates, des choses comme ça. Et donc, ça pourrait être une édition révisée, voire augmentée du dictionnaire. Alors là, c'est un peu horrible à faire, ça, hein, de se remettre dedans 5 ans après. Et là, si c'est en poche, ça risque d'être en 2 tomes, là, pour le coup. Parce que comme c'est déjà... Elisabeth demande pourquoi as-tu écrit ce livre et aimerais-tu écrire un roman? Un roman. C'est pas dans mes prévisions, mais pourquoi pas. C'est vrai que moi, j'écris beaucoup, c'est mon métier en fait. Hein. J'étais journaliste longtemps, toujours de presse écrite et toujours plutôt à écrire des livres ou que des articles. Mais avec toujours un regard sur la réalité, mais enfin en s'appuyant sur quelque chose, c'est pas de la pure création imaginaire. Quoi. Même si j'aime beaucoup la littérature, mais justement peut-être. Non, ça, le livre sur Buenos Aires, c'est vraiment, c'est fait et pour les gens qui sont allés à Buenos Aires et pour ceux qui voudraient y aller. C'est pas du tout pour les tangueros, mais je dirais c'est quand même 100% pour les tangueros parce que tout ce qui est là-dedans fait partie du tango. A influencé le tango et dans le oui, dans le champ d'influence du tango, que ce soit historique ou que ce soit aujourd'hui. Donc de toute façon, ça peut intéresser. Et c'est pas, par contre, c'est pas un livre c'est pas un guide dans le sens où on ne part pas spécialement en voyage avec. Donc en ces temps de confinement, je ne saurais que vous encourager à partir en voyage immobile, en voyage sur place avec ce genre de livre. Donc, en ce temps de confinement, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Alors, on peut le trouver partout. Hein. C'est une édition classique, donc vous le trouvez dans n'importe quelle librairie. A priori, s'ils ne l'ont pas, vous pouvez le commander. En ligne, évidemment, je vous enjoins de ne pas l'acheter à la FNAC ou sur Amazon, mais enfin, vous faites comme vous voulez. Ceux qui sont à Paris, vous pouvez évidemment venir à Carligno ou le commander par le site des libraires indépendants, donc la librairie de Paris. Parislibrairie.fr, Place des libraires. Ce sont les 2 sites qui regroupent les libraires indépendants et dans lesquels, en plus, on peut voir qui l'a en stock, si vous en avez un plus près de chez vous. Voilà. Ouais, ça c'est hyper pratique. Moi, j'adore ça. Quand on tape, en fait, ça donne toutes les librairies en France, les librairies qui font partie de ces circuits de libraires indépendants qui l'ont. Donc, vous pouvez savoir tout de suite et le commander. Je peux aussi vous proposer, si vous voulez faire des cadeaux de Noël, alors oui, ça coûte 15 €, c'est pas très cher, c'est pas le prix du dictionnaire. Je peux en dédicacer, en laisser ici à la librairie. Vous pouvez aussi me demander des dédicacés. Samedi prochain, en fait, samedi 12, je passerai 1 heure ou 2 ici. Donc, vous pouvez les commander à Mélissa
ça, elle les aura d'ici là et je pourrai les signer ou je les signe avant, on peut les envoyer, et les dictionnaires aussi d'ailleurs. Il y en a une petite pile là. Voilà. Très bien. Mais là, dans les trucs, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à Paris. C'est très bien, c'est quand même l'intérêt du Zoom. Hein, ça, c'est, Peggy demande, le dictionnaire a-t-il été traduit ou édité dans d'autres langues? Malheureusement, non. C'est un grand souci. Le dictionnaire aurait dû être traduit en espagnol à un moment de changement de gouvernement en Argentine, ce qui a changé la politique du livre et les aides. Donc voilà. Maintenant, il faut tout recommencer. Et en anglais, on nous a proposé, bon, c'est le seuil, hein, donc je ne sais pas si vous savez exactement comment fonctionne l'édition. Moi ou mes co-auteurs, on n'a rien à voir là-dedans. On a donné c'est le seuil, c'est la maison d'édition qui vend les droits des traductions. Donc, c'est eux qui gèrent ce genre de choses et ils vendaient les droits de traduction déjà très cher, donc ça n'aidait pas. Mais ils avaient quand même réussi à trouver Penguin, donc la grande édition anglaise, qui était intéressée pour en faire une sorte de digest. Il doit faire 850 pages, le dictionnaire, il voulait en faire 250 pages. Allez, oui, ben, d'accord. Mais alors, on fait de la lettre A à E, ou alors on enlève une notice sur deux, ou ça n'avait aucun sens, quoi. L'intérêt du dictionnaire du tango, c'est que justement, c'est un livre de référence, c'est que il n'y a pas tout, mais il y a beaucoup. Si c'était pour en mettre un quart ou un cinquième, moi j'ai refusé. Voilà, mais le problème de la traduction, ça je pourrais peut-être mieux l'expliquer que moi, c'est qu'en fait ça coûte plus cher de traduire un livre que de le faire faire. Les traducteurs sont très mal payés, mais ils sont quand même mieux payés que les auteurs. Ils ne sont pas payés, globalement. Nous, on ne gagne pas d'argent avec les livres, évidemment. Les libraires à peine, les auteurs, pas du tout. Mais les traducteurs, par contre, il faut quand même les payer. Donc, un livre comme ça coûte en gros 20 000 € de traduction, suivant le nombre de signes. Donc, il y a des aides, évidemment, mais pour un éditeur étranger, espagnol ou argentin ou anglais, il faut qu'il achète les droits à la traduction, en plus qu'il paye la traduction. Donc, c'est un vrai coût. Mais moi, je suis persuadée qu'une version en anglais en particulier se vendrait partout, quoi, en Asie. Ouais. Et en Argentine, ça serait nécessaire. Ouais, en Argentine. Oui, ben ça, c'est une anecdote que je peux raconter, mais qui va bien sur les porteños. On n'a pas lu les porteños. Les Argentins, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur ces rapports toujours un peu d'aller-retour avec l'Europe, et spécialement avec Paris, il n'y avait aucun problème pour trouver des éditeurs argentins intéressés pour traduire un livre sur le tango fait par des Français. Ça ne leur posait pas de souci. Au contraire. Par contre, les Espagnols, le problème, c'est que la majorité des maisons d'édition argentines sont en fait de ressort des Espagnols, Planeta en particulier. Eux, ils ont dit que jamais ils ne traduiraient un livre sur le tango argentin fait par des Français. Punto y basta. Va chier. À la limite par des Espagnols et encore. Donc vraiment plus royaliste que le roi, plus porteñ que les porteños. Mais bon, de toute façon, c'est surtout en anglais que ça doit être traduit. Et Josiane demande si tu ne te vois pas de l'écrire, toi, en espagnol. Non, mais c'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure. Enfin, ça, c'est de la technique éditoriale, mais ça ne sert à rien que je le traduise. Je pourrais aussi le traduire en anglais. Ça me serait plus facile de le traduire en anglais qu'en espagnol, même, dans ce sens-là. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'un éditeur, quand il décide de traduire un livre, il choisit ses propres traducteurs. Il n'achète pas un manuscrit déjà traduit. Ça se fait pas dans ces grandes collections, enfin, chez ces grands éditeurs. Voilà, donc ça va être du bon et du moins bon. Ça pourrait être découpé, cela dit, par exemple, que les biographies. Sur les 500 entrées du dictionnaire, il y a à peu près 300 biographies, particulièrement de musiciens. Bon, ben voilà, il pourrait y avoir un livre
que sur les biographies, puis un livre sur les concepts. Mais bon, là, je pense que ce que tout le monde apprécie dans le dictionnaire du tango, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Et puis, surtout, il y a des entrées auxquelles on ne pense pas a priori. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est intéressé par la danse, il va rentrer par la danse, mais il va découvrir plein d'autres choses. Quelqu'un qui est intéressé par la musique, bah, tout d'un coup, il va lire le cinéma, le tango dans la littérature, le tango. Je ne sais pas. C'est le dernier livre qui est sorti de cette collection? Ce n'est pas une collection. Ah, c'est pas une collection. Non. Non, c'était un one shot. Enfin, je veux dire par rapport aux autres villes qui… Amoureux. Oui, je parlais des villes en VO, pardon. Ah, pardon. Non, il y a Barcelone. Il y a Barcelone qui est paru depuis, et puis je crois Berlin bientôt. D'accord. Et c'est assez récent comme projet? Oui, ça doit faire, il y a eu 2 fois ça doit faire 2 ans. C'est toujours fait par des gens qui vivent ou ont vécu dans les villes. Donc, c'est la maison d'édition qui t'a contacté? C'est Atlante, donc la maison d'édition. Ouais. Très bien. Véronique dit comme la tangothérapie, par exemple. Alors, je ne sais plus de quoi vous parliez. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors moi j'ai une question, Gwenaëlle, tu écris, tu lis beaucoup. Quels sont les livres de tango qui t'ont touché, qui t'ont marqué? Je dirais, c'est un peu horrible, mais je dirais que c'est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai écrit le dictionnaire, en fait. Parce qu'il y en avait pas beaucoup. Alors même si on élargit au roman, ou pas forcément un côté historique, mais… Ah oui, quelque chose qui touche au tango, puisque c'est quand même de ça dont on parle ici. Oui. J'aurais plus envie de recommander des films. Enfin, je pense aux gens qui sont là. Parce que c'est aussi des choses qu'on peut faire là en temps de confinement. Les livres sur le tango, alors bon, bah, les livres historiques, bon, mais ça c'est une chose. Mais moi, j'aime la littérature, j'aime les romans. Bon, il y a très peu de romans. Il y en a quelques-uns en français, mais en argentin, bizarrement, c'est pas un. Il y a très peu de romans qui se passent dans le milieu du tango. Il y a un polar qui s'appelle La Ville des Couteaux, qui est un très très bon polar américain qui se passe un petit peu, tu vois, se passe un petit peu dans ce milieu-là et aussi dans le milieu de la psychanalyse. Enfin, là, c'est pareil, il y a tout. Mais bizarrement, je crois que j'en connais pas des romans qui toucheraient, enfin oui, qui se passeraient dans ce milieu. Cielo de tango, no te gustó. Elsa Osorio. Si, Elsa Osorio, si. Cielo de tango. Mais c'est vrai que je ne pense pas ça en français. Ouais. Tal vez el que resume. En tout cas, oui. Tiene el valor de una novela, c'est vrai, una buena ça novela ouais. con un marco de tango. Il n'y a aucune faute documentaire. Aucune faute documentaire majeure. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est traduit en français. C'est une histoire en fait double. C'est un chapitre sur 2, c'est des jeunes qui se rencontrent aujourd'hui, de l'autre côté, un à Buenos Aires, un à Paris, et ils se rendent. Bon, alors il y a une petite histoire d'amour, tout ça, on s'en fout. Et en fait, ils vont rechercher l'histoire de leur famille. Et l'histoire de leur famille, ça va être l'histoire du tango. Donc depuis le début du XXe siècle. Et au niveau historique, il n'y a pas d'erreur. Et ça s'appelle Ciel de tango. Tango. Tango, bah oui, c'est ça, tango, oui, c'est ça, tout seul. Tango, Elsa Osorio.
Josiane dit celui d'Osorio. Oui. Lou, Ese mismo. c'est traduit en français. Oui, en fait, j'avais écrit avant qu'elle en parle, et Mm. celui de Sorio, non. Bon. Et en fait, c'est tango et tango des ciels en argentin. Et ils se rencontrent à Paris, en fait. Ils se rencontrent au Latina au début de l'histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire entrecroisée des générations Oui. actuelles, du tango actuel, mais aussi des générations, des anciennes générations, de la génération qui n'a pas vécu le tango aussi, avec les. Enfin, j'ai trouvé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et donc, il y a effectivement, il a été traduit en français, mais il y a aussi le tango des ciels, enfin la version argentine, quoi, originale. Tango des cielos. Cielo de tango. Cielo de tango, pardon. No, no, entendimos. Je ne l'ai pas devant moi, le souvenir. Ça fait longtemps que je l'ai lu il y a longtemps, donc. Ouais, dans le genre polar, il y a un polar de Bastille Tango, ça c'est. Oui. Ah, ese no lo leí. Ça c'est plus sur Non, c'est en France. Ouais, c'est en France, ouais. C'est une femme qui a été torturée pendant les lectures, etc. Bon, donc c'est plutôt ce côté-là, mais c'est plutôt le côté trottoir de Buenos Aires. Ils vont toujours dans un cabaret, et c'est les trottoirs. Donc il y a du tango, évidemment. Il y a du tango. Solange dit qu'elle vient de mettre à jour une bibliographie d'accès gratuit et elle met le lien. Bible, la bibliographie de Solange. Hein. C'est vrai. Hein. Ouais. Je rappelle que les 3 conférences de Borges sur le tango viennent d'être traduites aussi. Les petites conférences qui avaient été retrouvées, dont on avait retrouvé les bandes il y a quelques années par hasard, des bandes radiophoniques. Elles ont été transcrites et non, c'est même pas la radio, c'était des bandes de cassettes de quelqu'un qui les avait enregistrées chez lui. Et ça a été traduit par Supervielle. Alors moi j'ai une question, peut-être une dernière sur le livre. Tu cites des danseurs de tango? Non. Pas du tout? Non, dans les personnages, non. Non, les personnages, c'est Mafalda, Eva Perón, il y a Gardel. Gardel, il a une entrée, en effet, comme personnage de la ville de Buenos Aires. Mais non, c'est pas. Ce serait trop dans le détail. Et en orchestre? Et c'est gênant, et de toute façon, c'est gênant parce que. Et donc tu cites Gardel et est-ce que tu cites des orchestres ou des musiciens? Pas dans ce livre-là, non. D'accord. Si ce n'est. Non, si ce n'est celui qui a écrit le texte, évidemment, qui illustre l'entrée tango. En fait, ce que j'aurais aimé et qu'il n'y a pas, c'est un code QR qui permet de faire une playlist liée au livre. Et ça commence à se faire dans l'édition, mais bon, là voilà. C'était pas un an près, non. Quand tu dis lié au livre, c'est-à-dire que tu peux mettre en lien le texte et le livre dans lequel apparaît le texte. Il y a un code qui pourrait être là, ou alors qui peut même être à chaque entrée. Et on conseille au lecteur de quand il lit ça, qu'il écoute ça en même temps. D'accord. C'est une très bonne idée pour la 2e édition.
Comme ça, tu rajoutes ton QR code. Et ouais, non, ce serait... En plus, il y a quand même des tangos, il y a des... Tu pourrais rajouter des sons. Eh ben oui. Très bien. Je vois ça. Ouais, ben. Un film. Mélissa, est-ce que tu as un site internet pour ta librairie? Pas encore, proprement dédié. C'est pour ça qu'on est dans les réseaux Paris Librairie. On nous trouve sur Instagram, sur Facebook, on a Twitter. En fait, on est sur les réseaux sociaux. Mais le développement du site est un des projets pour 2021. D'accord, très bien. Donc, si les gens ne peuvent pas se déplacer, ils regardent sur Paris Librairie ou bien ils viennent. Est-ce que ça, pendant le confinement, que vous étiez fermé, ça a fonctionné? Ça a permis à la librairie de vivre un peu quand même? Ah oui, très bien. Les gens, ils se sont mobilisés pas mal pour défendre les libraires. Donc, on s'est senti assez soutenus, heureusement. Ouais. Ouais, c'est vrai que dans cette librairie, elle a aussi un rôle de librairie de quartier, quoi. Il y a beaucoup d'ateliers pour les enfants, etc. Donc, D'accord. Mais bon, mon petit cœur est né à Buenos Aires, donc je recommande fortement pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas d'aller faire un tour sur Buenos Aires en VO. Et ce que je pourrais dire sur les livres, parce que j'ai vraiment adoré, c'est un peu un jeu des pistes. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un chapitre, on découvre comme une petite fenêtre. Et donc, à la fin, on va avoir Buenos Aires tout entière, mais c'est surtout comme jouer, comme les calendriers de l'Avent. En fait, on ouvre une fenêtre, on voit un coup. Et elle a vraiment eu la capacité d'aborder, et c'est pour ça que peut-être les tangos n'est pas tellement présent, mais la ville est là avec son histoire, avec sa géographie, avec son architecture, avec sa poésie. Elle est là dans toutes ces dimensions qui font la ville. Les tangos, finalement, à Buenos Aires, c'est un petit bout. Ça les représente certes dans le monde entier, mais vous avez peut-être été et vous avez découvert plein d'autres choses. On pourrait en fait conseiller de lire ce livre à tous les danseurs ou amateurs de tango qui aimeraient voyager pour la première fois. Avant de voyager, de lire le livre pour les familiariser un petit peu. Ah ouais. De toute façon, je pense que c'est plutôt un livre. Moi, c'est comme ça que j'ai lu aussi les autres, qu'on lit ou avant ou après. Et un autre intérêt que j'y trouve, moi, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je voyage, c'est de lire la littérature du pays ou de lire des livres qui se passent dans la ville que je visite. Ben là, en fait, ça permet de découvrir aussi des auteurs. Ouais. Et après, là, il va y avoir un petit extrait de tel auteur qui va parler de Collectivo, mais voilà, on va dire, tiens, je vais découvrir cet auteur ou Aria, n'importe. Et aller épater n'importe quel libraire à Buenos Aires et lui dire "Usted no tiene Alfonsine Storni". Une question d'Elisabeth. Vous disiez que c'était la seule librairie hispanique à Paris, c'est-à-dire que celle de la rue Monsieur le Prince a fermé? Oui, ça fait un bout de temps, ouais. 10 ans. D'accord. Et il n'y en a pas eu d'autres entre-temps? Il y a un petit Cienfuegos dans le 15e arrondissement, très très loin d'ici. Oui. El Ángel qui tiene mais qui vend surtout des livres d'occasion. Oui. Et d'occasion. Et qui fait un peu éditeur aussi. Il y en avait une aussi, il y en a une aussi près de Jussieu aussi. Enfin, il y en avait une en tout cas il n'y a pas si longtemps. Elle a fermé. Elle est fermée aussi? D'accord. Oui, elles ont toutes fermé. Le Salon del Libro a fermé. Après, c'est transposé en effet près de Jussieu, qui a fermé. Et quand celle-ci a ouvert il y a 1 an, il y en avait plus à Paris depuis 2 ans en fait. À part Cienfuegos, mais qui est vraiment un angle particulier. C'est pas du tout une librairie généraliste.
On ne sait pas si on va survivre mieux que les autres, mais on essaye. Ben, on vous le souhaite en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a notre côté en français, une librairie des quartiers. Dans ces quartiers, il en manquait. Et notre spécialité espagnole, c'est vraiment qu'il y a un petit un rincón. C'est ça. D'ailleurs, Stéphane dit que les autres librairies ne vendaient pas de Malbec ni de Maté. Ah oui, en plus, il y a on voit les connaisseurs. En plus, il y a le côté bar, ouais, le côté épicerie. Oui, depuis le début, l'idée de Cariño, c'était un coin café et un coin librairie. Et justement, pour pouvoir pousser les tables et faire des rencontres, là, comme les conditions sanitaires ne sont pas réunies depuis un bout de temps, on a inauguré un petit coin épicerie où on a du bon Malbec et des yerba mate pour ceux qui veulent. D'accord. Ben, c'est intéressant. Moi, je me suis dit que si on peut reprendre une vie normale, j'aimerais bien continuer ces rencontres autour d'un maté en dehors du festival, puisqu'à la base, je les avais créées pour le Tango Roots Festival. Mais pourquoi pas, si jamais ça t'intéresse, on pourra peut-être en discuter. Avec plaisir. Et en tout cas, je pense que ça a donné envie à pas mal de monde de venir. Solange dit qu'à son prochain séjour parisien, elle va venir. On va Sylvia, on va te donner toutes les coordonnées, numéro de téléphone, mais Oui. tu pourras mettre tout le monde. Voilà. L'adresse. Oui, mais je pense que je vais passer bientôt. Et Stéphane qui dit c'est l'endroit parfait pour le faire puisqu'il y a du maté. C'est vrai que pour le moment, moi j'étais autour d'un maté, mais avec de la tisane, j'étais pas très sérieuse. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Milonga à minuit, mais sinon. Combien on a de milonga aujourd'hui? Bon, eh bien. Ceux que je vois, il y a ceux que je ne vois pas. Oui, les gens commencent à nous quitter au fur et à mesure. Donc, voilà, un très beau cadeau de Noël. Je mettrai sur le site et sur Facebook demain le lien de Paris Librairie et je vous mettrai en lien pour les gens qui voudraient commander. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à toi, Sylvia. Ouais. C'est quoi la semaine prochaine? On va recevoir les musiciens d'Octétologie. Ah oui. Donc, Lysandre Donoso, Carmela Delgado et je pense qu'il y aura aussi Mathias Naon. Voilà. Et on va parler musique. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao, ciao.